Bon, très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. J'ai le grand honneur d'ouvrir cette session pour la présentation du prix Philippe Aïdallo 2015. Et donc, je suis Marilyn Philippi, je suis professeure d'économie à Bordeaux et chercheur à AgroParisTech Paris. Et voilà, je vais officier en tant que présidente du prix Philippe Aïdallo qui récompense la thèse la meilleure thèse de sciences régionales de langue française. Donc je vais vous expliquer un petit peu, en fait, en deux temps, finalement, ce qu'est le prix Philippe Aïdallo, ce qu'il a représenté, et puis ensuite, on va voir la présentation des lauréats cette année, puisqu'on a un prix premier ex aequo. Donc d'abord, je tiens à préciser que je suis présidente du prix Philippe Aïdallo, mais en fait, j'ai une équipe autour de moi, et cette équipe, elle est très importante. Donc je vais vous la présenter rapidement. Cette équipe, elle se compose de Marie-Hélène Massot et de Céline Rosenblatt, et cette année, de Lise Bourdeau-Lepage, ainsi que Nathalie Gossier et Olivier Bouba-Olga, qui nous ont rejoints pour étoffer le comité et faire en sorte qu'on puisse examiner, évaluer, sélectionner ces thèses-là. Alors le prix Philippe Aïdallo, en fait, je vais vous le présenter depuis 2010, puisque en 2010, il y a eu un changement d'organisation, et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé ma présidence. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'on a fait. Donc, quelles sont finalement les grandes mutations, puisqu'on a repris le prix, on a transformé les procédures. Et donc, ça, c'est important de peut-être expliquer comment candidater, comment sont évalués aussi le prix Philippe Aïdallo, et puis vous montrer un petit peu, finalement, sur la période, quels ont été les lauréats. Donc, ça a été voilà, sur une période de 4 ans, plus 1 an, puisque l'année dernière, le conseil d'administration m'a demandé de prolonger d'un an pour qu'on puisse gérer une transition. Et ensuite, je vous présenterai le prix 2015, qui est à la fois un prix tout à fait exceptionnel, et vous allez voir pourquoi, avec un grand nombre d'évaluateurs et puis des perspectives pour la suite. Donc reprendre le prix Philippe Aïdallo, c'était pas facile, parce qu'en fait, c'était Guy Joignot qui s'en occupait, qui le gérait depuis 10 ans. Donc en fait, on a voulu reprendre, enfin voilà, ce prix, il est ancré dans notre association. Donc c'est le prix de sciences régionales. Et donc en fait, qu'est-ce que le prix Philippe Aïdallo? C'est la reconnaissance de la thèse dans l'année, de la meilleure thèse de sciences régionales. Et en même temps, c'est un prix qui donne accès à une publication, enfin qui donne une publication à la revue de notre association, la RERU, mais qui n'est pas, donc il n'y a pas de prix financier. On est très soucieux de la dimension scientifique pour aider le lauréat, la lauréate à voilà, avoir des éléments pour poursuivre sa carrière. Donc c'est un prix qui est scientifique et qui est vraiment très lié à l'identité de notre association. Et ça, je pense que c'est un élément important sur, finalement, qu'est-ce que le lauréat. On ne rejuge pas la thèse en tant que thèse. On regarde quel est l'apport du travail de thèse par rapport à la science régionale en termes d'originalité, en termes de dimension théorique, méthodologique. Et donc, pour nous, il est très, très important donc, de toucher vraiment au cœur d'identité et à la diversité de la science régionale. Donc on a une nouvelle équipe qui s'est constituée et dont l'idée a été progressivement de pouvoir examiner l'ensemble des travaux présentés, donc avec un comité, comme je l'ai dit, qui se composait de Michel en tant que vice-président et lien avec le bureau de l'association, et qui maintenant repose sur Lise. Donc la nouvelle procédure, je vais vous l'expliquer, parce qu'en fait, on a normalisé un certain nombre de présentations pour les candidats en termes de fiches de présentation. Et on a voulu également normaliser les évaluations
Donc on a fait un gros travail là aussi pour avoir des évaluateurs avec des grilles qui soient un peu plus normées et qui permettent de faire une comparaison. Parce que vous allez voir, on a différentes disciplines qui se sont étoffées au cours des ans et donc du coup qui nécessitent un minimum de cadres. On a fait le choix aussi d'avoir une double évaluation, c'est-à-dire d'associer un candide qui n'est pas forcément donc quelqu'un de la discipline, ce n'est pas forcément un économiste quand c'est une thèse d'économie, et un spécialiste, de manière à pouvoir faire ressortir quel était l'apport et l'originalité du travail de thèse à la science régionale. Donc ça, on a été assez vigilants sur cette dimension-là. Et en même temps, progressivement, on a dématérialisé les dossiers. Donc on a beaucoup travaillé avec une Dropbox, par exemple, où on a pu mettre ensemble tous les fichiers pour voilà, que tout le monde puisse avoir accès à cette information-là. Et ensuite, on a mis des règles de déontologie pour éviter les conflits d'intérêts, où les évaluateurs, évidemment, n'étaient bien sûr pas directeurs ou directrices de thèse, mais ils n'étaient pas non plus dans les jurys. Et on a voulu à chaque fois bien vérifier que l'évaluation pouvait se faire dans les meilleures conditions, puisque bon, c'est un petit monde quand même. Alors, pour les candidatures au prix, finalement, porter sa candidature, ça veut dire qu'en fait, il faut avoir soutenu une thèse dans l'année. Donc, les lauréats 2015 ont soutenu leur thèse en 2014. Donc ça, c'est le premier critère. Et ensuite, on leur demande de nous adresser un dossier sous forme électronique. Donc maintenant, tout est dématérialisé, qui contient la thèse, les pré-rapports de thèse et le rapport de soutenance, et puis la thèse en elle-même, accompagnée d'une fiche. Et cette fiche, elle est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de contacter les évaluateurs et de lever justement ces potentiels conflits d'intérêts. Et je tiens à remercier vraiment les évaluateurs qui ont fait le travail, parce que très souvent, s'il y avait effectivement un lien qui ne se voyait pas, dans le cas d'un postdoc par exemple, ou d'un article en cours de rédaction, eh bien effectivement, ça permet de lever ce point-là et donc d'éviter qu'on ait des problèmes de conflit d'intérêts. Donc l'année, on doit déposer donc les dossiers par voie électronique pour l'année civile, et ensuite va commencer au sein du comité un travail d'organisation de processus d'évaluation. Donc ce processus d'évaluation, tout d'abord, cette année on avait anticipé qu'on aurait peut-être besoin de fonctionner un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au sein du comité, on a créé des référents, c'est-à-dire que chaque membre du comité avait un groupe de dossiers sur lequel il était responsable. Donc on a envoyé cette fiche qui consiste donc à présenter la fiche d'évaluation, et on a décidé collectivement de l'attribution des évaluateurs. Donc ça, c'est un point très important parce que ça nous a permis de toucher l'ensemble des évaluateurs en fonction à la fois des disciplines et à la fois des spécificités du travail de thèse. Donc on a tout mis sur une Dropbox pour avoir accès à l'ensemble des fichiers et l'ensemble des évaluations. Ça nous semblait très important de pouvoir mutualiser et partager ces dimensions-là. Et ensuite, une fois que les évaluations sont revenues, on a commencé un processus de sélection sur la base d'une liste qui s'est progressivement restreinte. Alors effectivement, comme vous le voyez là, ce qu'on demande aux évaluateurs, c'est de regarder la thèse d'un point de vue finalement de quelle est l'originalité de la problématique, quelle est la rigueur de la méthodologie qui est suivie, l'articulation entre la théorie et l'empirique, et puis les questions de qualité évidemment des rapports, qualité rédactionnelle. Donc cet ensemble-là, on pose une question qui est: est-ce que vous proposez finalement cette thèse au prix EDALO? Donc nous collectons les deux fiches, et avec le référent, on a un processus qui commence à se mettre en place pour progressivement converger vers le lauréat ou la lauréate. Donc c'est un choix, je le dirais, il est très important de comprendre que c'est un choix qui est en fait collectif. Et on a vraiment voulu que cette décision-là, elle ait un accord, quel que soit le temps qu'on y passe. Et cette année, on y a passé beaucoup de temps, pour avoir une décision qui satisfasse
tous les membres du comité. Donc ça veut dire que cette fiche d'évaluation normée, elle nous a permis de gérer finalement les critères d'excellence scientifique. Et comme vous avez pour certains pu le voir lors de l'école des doctorales de Marne-la-Vallée, chaque discipline a des critères scientifiques. Donc il est important de les respecter et de voir, voilà, par rapport à ce qui est demandé en géographie, en économie, en aménagement, en urbanisme, quels sont les critères et comment les mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Et je dirais qu'on a quand même aussi une deuxième batterie de critères à regarder, qui sont ceux qui sont liés, je dirais, au pays. Parce qu'effectivement, c'est des pays francophones. Et la qualité des thèses ou les critères d'excellence en Belgique, en Suisse, au Québec, eh bien, peuvent des fois varier. Par exemple, il n'y a pas forcément des pré-rapports de soutenance. La première soutenance peut être la soutenance définitive. Donc, on a des petites différences dont on doit tenir compte pour être pragmatique dans l'examen des dossiers. Donc, cette recherche d'excellence scientifique, on a eu d'autant plus à cœur de la mener qu'elle s'est accompagnée d'une très grande diversité de disciplines. Et ça, on va le voir dans les chiffres. On a un nombre de candidatures qui augmente, mais cette complexité, elle n'est pas seulement faite du nombre et de la qualité, elle est aussi faite de la diversité des sujets et des disciplines qui vont être mobilisées. Donc, progressivement, on arrive ensemble sur un petit groupe, et chaque référent, chaque membre du comité, et c'est la raison pour laquelle je vous remercie vraiment ce comité qui a été formidable cette année, parce que chaque membre du comité va lire la thèse et va aller au-delà des rapports pour se faire son idée et pour effectivement faire remonter les arguments en faveur d'une candidature ou d'une autre. Donc sur la période 2010-2014, effectivement, on a eu des premiers prix avec des accessites aussi, parce que finalement on se rendait compte qu'en examinant les thèses, eh bien, il y avait quand même des thèses où on voulait mettre un accessite pour dire ça c'est quand même un travail qui est remarquable. C'est peut-être pas un prix Edalo, ok, mais en même temps dans cette thèse il y a vraiment des choses qui sont intéressantes pour différentes raisons, que ce soit d'un point de vue théorique ou méthodologique ou sur le sujet. Donc au fil des années, on voit que finalement, on a une diversité qui est en termes de disciplines. Donc l'aménagement, bien sûr, la géographie, l'économie, mais on a vu apparaître des nouvelles disciplines, comme par exemple sciences de gestion. On n'avait pas eu de prix Edalo avant, voilà, en gestion. Et donc ça montre que finalement, progressivement, on a un dynamisme de qu'est-ce que la science régionale et comment traiter les questions de sciences régionales dans des disciplines qui, a priori, n'étaient pas identifiées comme telles. Donc ça nous a valu des prix très, très intéressants, très importants. Et voilà, on a eu à cœur de vouloir prendre cette diversité et de mobiliser autour de cette diversité. Et là encore, on voit apparaître des laboratoires, des directeurs de thèse et directrices de thèse, hein, qui sont porteurs de travaux très importants. Alors, le CRU 2015, il est exceptionnel. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous l'avez vu, on est passé finalement de 13 candidatures à 28, et là, on est monté à 48 dossiers. Et ça, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop. On savait qu'il y avait une dynamique qui se mettait en place, mais par contre, on est monté à 48 dossiers, et ça a été donc un travail très important. Et c'est la raison pour laquelle l'aménagement du référent dans le comité de sélection a été une chose très, très importante pour pouvoir gérer correctement, je dirais, cette augmentation. Donc, je vous ai mis la liste des candidats ou des candidates. Et évidemment, pour gérer ça, on a eu une armada d'évaluateurs, d'évaluatrices. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, parce qu'effectivement, c'est des périodes qui sont très chargées. Et nous, on a préféré donner des délais supplémentaires pour les évaluations, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir un soutien important pour arriver à prendre cette diversité et pour prendre en compte cette complexité disciplinaire.
Donc tous ces évaluateurs-là, ils ont rempli leurs fiches, et puis ça a été après, à un moment, les membres du comité qui ont lu et qui ont tranché pour décider collectivement. Alors, là où ça a été très compliqué, c'est que d'habitude, comme on avait 30 dossiers, on arrivait à une petite liste qui était de 5-6. Là, on s'est retrouvé avec une quinzaine de noms où on nous disait très très bonne thèse, hein. Vraiment, prix Hidalgo, oui, ok, on est d'accord pour que ça soit présenté. Et là, ça a été du coup très très compliqué d'arriver à identifier quels étaient les critères. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le prix Hidalgo, évidemment, c'est porté par un comité, mais qu'on l'ancre dans notre association. Parce que c'est vraiment quelque chose qui révèle l'intérêt, qui touche à l'identité de l'association. Qu'est-ce que la science régionale? Qu'est-ce qu'on veut valoriser, promouvoir? Et ce qu'on voit cette année, c'est qu'il y a des questions, je dirais, de la demande sociale qui sont arrivées de manière très importante, que ce soit les questions de système alimentaire, on va le voir. Donc, je tenais quand même à expliquer cette petite liste. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on se focalise sur le prix et on ne voit pas finalement quels sont les travaux qui nous ont posé problème. Et je dis, pour s'il y en a qui sont dans la salle, moi personnellement, je vous ai haï. Parce que c'était difficile de dire « Ah oui, celui-là, cette thèse, c'était très compliqué. Les arguments, on les a fait jouer et le collectif a beaucoup fonctionné. » Donc je remercie vraiment, vraiment le comité parce que c'était très important d'arriver à avoir un consensus. Et ça n'a pas été facile. On a pris le temps, mais ce n'était pas facile. Donc on voit des thèses qui sont très intéressantes parce qu'elles posent des vraies questions. Par exemple, je disais l'approvisionnement des villes, ou bien les questions de tourisme et d'identité collective, ou bien les jeux de pouvoir dans les systèmes agro-pastoraux. Donc, des vraies questions sociales. On a vu arriver des thèses avec des théories qui étaient inhabituelles. Et ce qui est marquant, je trouve, dans l'évolution sur la période des 5 ans, donc, c'est le fait de voir que finalement, on a des jeunes qui se posent des questions et qui vont mobiliser plusieurs disciplines. Ils sont ancrés dans leur discipline, mais en même temps, eh bien, ils sont géographes, mais ils vont faire appel à des corpus théoriques en sciences politiques, en économie. On va avoir des économistes qui vont regarder d'un point de vue historique comment les choses se passent. Et c'est toujours de très grande qualité. Et le fait d'avoir ces deux référents avec un candide et un spécialiste, ça permet de mesurer qu'effectivement, il y a une vraie maîtrise des corpus théoriques, il y a une vraie maîtrise de différents outils méthodologiques, voilà, donc des jeunes qui sont remarquables par leur capacité à avoir une vision et une dynamique de recherche sur des terrains et sur à la fois des concepts, voilà, de manière très très importante. Alors évidemment, ça c'est notre shortlist, mais à un moment, on a fini par converger sur non pas un, mais 2 noms. Voilà, donc Hidalgo 2015, cette année, c'est Clémentine Cotineau, en géographie, voilà, qui a travaillé sur l'évolution des villes dans l'espace post-soviétique et qui a fait un travail tout à fait remarquable par la qualité des méthodologies qu'elle a mobilisées, tout son travail. C'est assez extraordinaire, donc je ne vais pas beaucoup dire de choses parce que je préfère qu'on les laisse s'exprimer. Ils ont vraiment, voilà, ils vont vous présenter un petit peu leurs travaux, donc c'est plus important. Et Jean-François Ruot, qui est en aménagement de l'espace et urbanisme, qui lui a travaillé sur l'effet de consommation de passage sur le développement et l'intégration métropolitaine dans la région Île-de-France. Et ces travaux, voilà, se sont questionnés sur finalement quelque chose où on n'avait pas vraiment d'outils, on n'avait pas vraiment d'approche. Et donc là, encore une fois, il y a une mobilisation très intéressante de différents corpus. Donc ce que je tiens à dire, c'est qu'évidemment, ces deux lauréats, on a à un moment choisi de les mettre ex aequo en disant, voilà, c'est trop intéressant et c'est bien que notre association puisse accueillir cette diversité hein, en termes d'approche et en termes de sujet.
Alors les perspectives aujourd'hui, elles sont les suivantes. Depuis déjà, voilà, maintenant avec le recul, à peu près sur les 5 ans, ce qu'on voit apparaître, c'est que la question de la langue, et notamment de l'utilisation de la langue anglaise, qui est un critère d'excellence pour l'économie, voilà, comment on peut la gérer, l'insérer, et je pense que voilà, c'est au sein du conseil d'administration qu'il faut bien voilà, gérer cette question-là. Donc on fera une évolution dans la mesure où effectivement on va pouvoir candidater sur des thèses en anglais avec un résumé français, mais vous aurez les détails dans le prochain appel à candidature. Le deuxième, c'est effectivement, il faut qu'on poursuive l'ouverture à l'international. On a vu encore des pays où on pense qu'il y a encore des échanges à développer de façon à faire remonter les travaux de sciences régionales qui y sont menés. Et enfin, l'idée, c'est de valoriser les candidatures, donc peut-être mettre sur site et encore plus diffuser les lauréats, bien sûr, mais aussi tous les autres qui ont candidaté et qui ont fait des travaux qui sont très intéressants pour notre association. Alors, voilà. EDALO, l'histoire continue, puisque nous avons mis en place une procédure. Il y avait un cahier des charges, donc voilà, on s'arrête. Donc moi, je vais arrêter ma présidence et je suis ravie d'avoir, je dirais, participé à cette aventure, parce que ça m'a permis de voir à quel point notre association, elle était riche, elle était diverse. Et puis on pouvait capter aussi des compétences qui étaient à l'extérieur et qui sont progressivement venues. On le voit dans la diversité des thèses aujourd'hui. Si on l'a, c'est parce qu'effectivement, via le contact des évaluateurs et de la discussion qui s'est engagée, eh bien, il y a des gens du coup qui se disent « Ah ben tiens, il y a la SRDLF, on peut présenter au prix ». Donc un grand merci à tous les évaluateurs qui se sont mobilisés cette année encore, qui ont fait le travail. Et c'est un travail qui était difficile. Un grand merci aussi au conseil d'administration de la SRDLF pour la confiance accordée. Voilà, c'est quand même une responsabilité et on vous remercie tous. Et puis, un petit merci à ma coopérative à EDALO, à Céline Rosenblatt, à Alice Bourdeau-Lepage, à Nathalie Gossier, à Olivier Bouba-Olga et à Marie-Hélène qui ont vraiment fait un travail remarquable tout au long de ces années. Un grand bravo aux candidats, parce que vous avez vu, voilà, on va avoir des jeunes dynamiques qui rentrent dans l'association et qui vont s'investir, parce que là, il y a vraiment des thématiques très fortes. Et puis, je souhaite une longue vie au prix Philippe EDALO, puisque j'avais suggéré de passer le relais, et puis, peut-être qu'on va attendre l'AG qui va valider tout ça. Mais en tout cas, voilà, une longue vie au prix et à notre association, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui se font et on a vraiment besoin, comme on a pu le voir avec la conférence précédente, on a bien vu qu'il y avait des vraies questions et des vrais enjeux et on a besoin de gens compétents, de jeunes dynamiques qui s'investissent. Donc voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, on va avoir le plaisir d'accueillir Clémentine Cotineau, puisque voilà. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Merci à la SRDLF pour cette invitation à ce colloque et aux membres du jury pour l'attribution de ce prix, évidemment. Donc on m'a demandé de présenter non seulement ma thèse, mais d'essayer d'extraire les résultats et ce qui pourrait contribuer à la science régionale, donc un peu ambitieux, mais donc je vais essayer de le faire devant vous maintenant. En vous présentant ma thèse donc, qui s'intitule « L'évolution des villes dans l'espace post-soviétique, observation et modélisation » avec un S, j'y reviendrai, qui a été dirigée par Denise Pumin à l'Université Paris 1, dans l'UMR Géographicité et au sein de l'Institut des systèmes complexes. Donc, cette thèse s'intéresse et s'inscrit dans l'étude des systèmes de ville en prenant donc ce concept de système de ville sous sa forme générale, c'est-à-dire les propriétés et les configurations qu'on observe dans un système de ville inscrit dans un cadre territorial de manière générale. De manière générale, puisque, à travers la diversité des configurations que l'on observe dans le monde et dans le temps, un certain nombre de géographes, mais aussi d'économistes et d'aménageurs, ont repéré des régularités dans l'organisation à la fois hiérarchique, spatiale,
et fonctionnelles des villes, et donc ont extrait et généralisé à partir de ces différents cas d'études des propriétés générales donc, sur cette organisation hiérarchique et spatiale. Ces régularités, de nombreux, encore une fois, économistes et géographes ont cherché à l'expliquer, à essayer de rendre compte de ce qui faisait que dans la diversité des configurations émergeait cette structuration repérable dans le temps et dans l'espace. Donc notamment, au sein de ma thèse, je me suis appuyée sur la théorie qui a été développée par Denis Spumin, qualifiée d'évolutive, puisqu'elle s'inscrit dans le paradigme des systèmes complexes pour expliquer la structuration des villes et des systèmes de villes dans le monde à partir d'interactions locales qui, par processus bottom-up, vont faire émerger une structure résiliente, donc par rapport à la taille des villes et à leur espacement et leur diversité fonctionnelle. Dans le cas qui m'intéressait, qui est celui de l'ex-Union soviétique, il y a évidemment une foule de questions concernant la possibilité d'utiliser ce cadre théorique et ce concept de système de ville, notamment puisque ces interactions locales ont été beaucoup questionnées dans la littérature, notamment soviétique et depuis, puisque la plupart des auteurs qui ont étudié les villes de cet espace ont mis en valeur plutôt sa spécificité a priori, plutôt son unicité résultant de l'unicité de son expérience, et notamment ont convoqué la planification et le contrôle des échanges et des migrations pour expliquer la structuration de ce système. Et donc, ce qui m'a intéressé au cours de cette thèse, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature, justement, qui appliquait le concept de système de ville à cet espace. Et donc, je me suis donné le défi d'essayer d'appliquer ce cadre théorique à un cas d'étude supposé complètement unique et particulier, et notamment en convoquant la distinction faite par Bouvier entre processus particulier et singulier. Donc ce que je vais appeler dans la suite particularité, ce sont des déviations à un modèle général, mais que l'on peut rencontrer à différents moments dans le temps et dans différents espaces, tandis que ce que je vais appeler singulier va se référer à des situations et des processus uniques. Donc, l'approche générale que j'ai utilisée dans ma thèse a visé à rendre compte justement de cette part du général et de cette part du particulier dans l'évolution urbaine de l'espace post-soviétique en utilisant des modèles, je vais les présenter tout à l'heure, différents types de modèles que j'ai utilisés comme filtre à particularité, comme filtre à généralité, pardon, comme filtre à banalité finalement, en considérant que ces modèles pouvaient expliquer une partie de l'évolution et une partie de la structure, mais surtout, en tant que géographe, qu'il permettait de révéler a posteriori à la fois les particularités et les singularités que l'on pouvait observer dans la structure et l'évolution du système de vie. Je vous propose donc de vous présenter les deux questions qui ont motivé ma recherche. Donc, premièrement, comment peut-on expliquer l'évolution urbaine post-soviétique ? Sous-entendu, faut-il forcément l'inscrire dans une approche monographique en revenant sur l'histoire de tous les événements qui ont fait cette évolution, ou peut-on servir de modèles plus généraux ? Et donc, dans la continuité, est-il possible de distinguer la part du général de ce qui est particulier ou singulier dans cette évolution urbaine ? Donc, je vous ai parlé de différents types de modèles. Je vais vous en présenter trois qui ont constitué donc, le cœur de mon approche. Tout d'abord, un modèle de données, puisque mon approche est relativement comparative pour essayer de voir ce qui se passe en ex-Union soviétique et dans quelle mesure c'est comparable avec d'autres systèmes de ville. Donc, il a fallu produire des données qui soient comparables à la fois dans le temps, mais aussi avec d'autres systèmes de ville. Donc un modèle de données permet de construire des catégories harmonisées et des catégories d'observation qui soient comparables avec d'autres cas d'études. J'ai aussi utilisé deux méthodologies que j'ai essayé de mettre en interaction. Des modèles statistiques, c'est-à-dire en prenant en charge des modèles qui s'inscrivent dans les covariations empiriques, mais qui butent sur le passage de la causalité, et de les mettre en relation avec des modèles de simulation qui, eux, permettent de reproduire des chaînes causales à partir d'hypothèses sur les processus, mais qui butent sur la limite de l'inférence de ces processus avec les processus effectivement observés. Donc, j'ai l'impression que cette interaction entre deux types de modélisation est ce qui fait l'apport de cette thèse. Donc, pour vous présenter le modèle de données que j'ai utilisé. J'ai essayé donc de résoudre un arbitrage assez difficile entre
des données sur les villes les plus harmonisées possibles, à la fois dans le temps et en termes de comparaison avec d'autres systèmes de villes, tout en, en essayant de rendre compte de ce qu'est une ville dans l'espace post-soviétique et de la continuité de trajectoire urbaine. Donc, l'arbitrage était plutôt entre la longueur de l'observation de ces villes et leur caractère comparable. Donc, le choix qui a été fait vise à répondre à ces deux attentes et il a consisté donc à agréger des unités géographiques locales en agglomération morphologique à la dernière date donnée pour lesquelles les données sont les plus disponibles, mais en rétropolant cette définition urbaine au cours du temps pour essayer d'avoir des villes que l'on peut suivre au cours du temps et que l'on peut comparer avec d'autres bases de données pour lesquelles les mailles spatiales vont être différentes, mais qui utilisent aussi ce concept d'agglomération morphologique. On aboutit donc à une base de données qui donc agrège des unités locales issues de recensement de la population ou de tableaux statistiques pour les dates les plus anciennes, donc qui rend compte de à peu près 2000 villes depuis 1840 jusqu'à 2010. Les villes étant qualifiées aussi par un critère de population minimum de 10 000 habitants pour essayer de rendre ces informations comparables avec la plupart des études menées à l'international. Donc, un premier aperçu assez rapide de cette base de données permet de suivre, donc ici vous voyez des images fixes, de retrouver les éléments marquants de l'urbanisation tels qu'ils ont été décrits par un grand nombre d'études par ailleurs. Donc on retrouve ici par exemple entre 1926 et 1939 le boom de l'urbanisation qui suit le boom de l'industrialisation. Donc ce processus qui a été très bien mis en valeur par les auteurs soviétiques et autres, notamment Chauncey Harris. On retrouve donc la densification du semi-urbain au cours de l'URSS et depuis les années 80, une différenciation très importante des trajectoires de villes avec la majorité des villes qui perdent de la population en dehors des grands centres et des pays d'Asie centrale qui, eux, poursuivent leur transition démographique. Donc ces données constituent le socle des analyses successives, c'est pourquoi j'ai passé un peu de temps dessus. Et donc les modèles que je vais vous présenter à l'instant sont de deux types. Donc parmi les modèles statistiques, je vais vous montrer encore deux types de modèles que j'ai utilisés. Le premier type de modèle que je présente constitue des modèles de description d'une évolution ou d'une configuration. Ils correspondent donc, je vais prendre deux exemples, celui de la transition urbaine, donc avec la figure stylisée que vous voyez sur la gauche, c'est-à-dire ce modèle d'évolution du pourcentage d'urbain dans un ensemble territorial au cours du temps, et le modèle de la relation rang-taille, donc qui permet de décrire de manière stylisée la distribution des tailles de villes dans un système de villes. Donc ces deux modèles sont des modèles statistiques, mais plutôt visent à fournir une description normée d'une évolution ou d'une configuration spatiale. Le deuxième type de modèle que je vais vous présenter dans le domaine statistique va plutôt correspondre à des modèles de régression qui soient multiples ou multiniveaux et qui visent à justement tenter d'expliquer par la covariation certains facteurs potentiels de croissance. Donc pour l'instant, ces deux modèles, je vais les interpréter donc sous le prisme que je vous ai présenté de la généralité, de la particularité et de la singularité. Et donc dans le cas de la transition urbaine, le constat que j'ai fait est justement celui d'une très grande banalité de l'évolution urbaine dans l'espace post-soviétique, puisqu'on retrouve la forme très classique d'une courbe en S, avec un décollage de l'urbanisation très rapide au début du XXe siècle, un ralentissement de cette croissance et une saturation du taux d'urbanisation autour de 60-70% selon les définitions de la ville adoptées. Et donc, à l'échelle très macro-géographique du système, l'évolution de l'urbanisation fait très peu apparaître les événements extraordinaires qui se sont passés dans cet espace géographique. Si on désagrège un petit peu l'analyse en prenant une description du système dans son ensemble, mais en considérant la distribution des tailles de ville au cours du temps, donc vous voyez les différentes distributions qui s'éclaircissent à mesure que le temps avance, on retrouve la distribution relativement classique du modèle de Zipf, c'est-à-dire une relation linéaire entre le log de la population en ordonnée et le log du rang en abscisse,
avec des ajustements statistiques relativement bons, au-dessus de 90%. Toutefois, j'imagine que vous l'avez repéré, on observe une déviation relativement importante vis-à-vis de ce modèle général dans le haut de la hiérarchie urbaine, c'est-à-dire sur la gauche de la figure, avec des grandes villes plus petites qu'attendues selon ce modèle de distribution des villes. Toutefois, cette déviation n'apparaît pas singulière à l'Union soviétique ou aux États qui ont fait partie de cette Union soviétique, mais peut s'interpréter en termes de particularité, puisqu'on retrouve le même type de déviation dans d'autres pays, dans d'autres ensembles territoriaux, dont l'encadrement territorial est centralisé et dont le régime économique est planifié. C'est-à-dire qu'on peut interpréter cette déviation non comme la conséquence d'événements et de l'histoire spécifique de la Russie, de l'Empire russe ou de l'Union soviétique, mais comme les conséquences de certains processus économiques et territoriaux. De plus, l'évolution de la différenciation des tailles de ville, donc qui est mesurée par la pente d'ajustement dans ce repère log-log, plus cette pente de la relation en taille est élevée, plus les tailles sont inégales dans le système. On retrouve que l'évolution de ce degré d'inégalité de taille de ville a varié de manière relativement banale au cours du temps, puisqu'on observe une augmentation de ces inégalités à la manière de ce que l'on peut observer pour les États-Unis en bleu ou pour l'Inde en rouge. De plus, il a été montré donc, par François Moriconi-Ebrard que sur une étude mondiale, donc étudiant ces relations en taille dans tous les pays du monde, qu'on observait une relation non pas forcément entre le niveau d'hiérarchie et le niveau de développement économique, mais entre ce niveau d'hiérarchie et la date, l'ancienneté du peuplement urbain. Dans le cas de l'Union soviétique, on retrouve cette particularité, puisque ce territoire est peut-être décomposé en deux parties, la partie très anciennement urbanisée de l'Europe de l'Est et de la Russie occidentale, et les territoires plus récemment colonisés et urbanisés de la Sibérie, par exemple, avec des inégalités plus fortes dans la partie plus récemment peuplée. Donc on retrouve ce même type de déviation. Le deuxième type de modèle statistique que je vais vous présenter rapidement, dont je vais plutôt vous présenter les résultats, a visé donc à tenter de comprendre des facteurs potentiels de croissance urbaine en utilisant certains attributs urbains, certaines fonctions urbaines dans des modèles de régression pour essayer de comprendre ce qui a pu différencier justement à la fois les tailles de ville, mais surtout leur trajectoire démographique au cours du temps. À la manière de beaucoup d'autres systèmes dans le monde, un effet de cycle économique et de cycle de fonction urbaine a été révélé donc par ces modèles statistiques, notamment dans le domaine des ressources naturelles ou des transports, puisque par exemple, les villes situées sur des gisements de charbon ont connu, donc les modèles de régression ont permis de montrer que ces villes-là connaissaient une croissance systématiquement supérieure, toutes choses égales par ailleurs, jusque dans les années 60, tandis que depuis les années 80, ce sont les villes situées sur les gisements d'hydrocarbures qui connaissent un surplus de croissance systématique. De même, dans les transports, le cycle que l'on a retrouvé a été entre l'accessibilité ferroviaire jusque dans les années 30 et l'accessibilité aéroportuaire depuis les années 60. Enfin, un dernier résultat qui me semble intéressant, fourni par ces analyses de covariation statistique entre la croissance d'une part et certaines catégories de villes, a été la synchronisation entre différentes échelles territoriales et donc plus particulièrement une synchronisation entre démographie régionale et démographie urbaine qui n'apparaît que récemment, que depuis les années 80. Donc pour l'illustrer, depuis les années 80, les différentes parties de cet espace anciennement compris dans l'Union soviétique connaissent une divergence très importante d'évolution démographique, avec les pays d'Asie centrale et du Caucase qui poursuivent leur transition démographique avec des taux de croissance encore très forts, tandis que la majorité des pays d'Europe de l'Est et des régions russes connaissent une décroissance démographique très importante. Autrefois, au sein de chaque région, peu importe sa dynamique de croissance de population à l'échelle de la région, on trouvait une diversité de trajectoires urbaines coexistant au sein d'une même région. Depuis les années 80, on observe une coïncidence et une synchronisation très importante entre la dynamique régionale et la dynamique urbaine, avec presque uniquement
des villes croissantes dans les régions croissantes et des villes décroissantes dans les régions décroissantes. Donc, ce qui est un fait nouveau. Les particularités que j'interprète ici concernent donc des résidus de ces régressions qu'il est possible de grouper en termes d'explications pour expliquer justement certains types de résidus. Un certain nombre de résidus de croissance sont apparus donc, et que l'on peut interpréter en termes de métropolisation, c'est-à-dire la croissance des petites villes autour de grandes métropoles systématiquement supérieure et non attendue en fonction des caractéristiques observées, donc en termes de fonctions urbaines ou de transport ou de ressources. On a trouvé aussi un groupe de villes qui croissaient systématiquement très fortement quand elles sont liées de manière exclusive aux hydrocarbures. C'est par exemple le cas d'un certain nombre de villes en Sibérie occidentale qui prospèrent uniquement en fonction des hydrocarbures depuis 20 ans, avec l'installation donc de colonies dans ces villes et des villes uniquement centrées sur les hydrocarbures qui sont même, dans certains cas, appelées à disparaître une fois le gisement éteint. Enfin, certains espaces sont apparus non intégrés à l'espace étudié, ce qui pouvait suggérer que ce périmètre de l'ex-Union soviétique n'était pas adapté à toutes les périodes étudiées, donc depuis le milieu du XIXe siècle. Enfin, sur ces modèles statistiques, certaines trajectoires sont apparues singulières, c'est-à-dire ne s'expliquant qu'en fonction d'événements politiques, d'événements très particuliers, donc des villes comme Naberezhnye-Chelny ou Togliatti, dont la croissance postérieure à 1960 ne s'explique que par la création d'une usine, notamment dans l'industrie automobile dans ces villes, et l'organisation par le régime de leur croissance et de l'arrivée de population. De même, les capitales nationales d'Astana ou d'Ashgabat, il est difficile d'interpréter leur trajectoire sans se référer donc aux événements politiques des années 90. Enfin, certaines villes sont apparues aussi avec des trajectoires très singulières, en raison donc pour Grozny de la guerre civile de Tchétchénie, pour Magadan de dynamiques liées aux sous-marins nucléaires par exemple, ou Baïkonour pour le démantèlement de l'industrie aérospatiale. Enfin, pour terminer, je vais vous présenter donc la démarche de construction de modèles de simulation qui s'est inspirée donc des conclusions statistiques, c'est-à-dire en prenant en compte ces covariations comme des facteurs potentiels de croissance et en s'inspirant de la théorie évolutive des villes, donc qui place les interactions comme moteur de l'évolution urbaine. J'ai tenté de construire, en collaboration avec 2 informaticiens de l'Institut des systèmes complexes, un ensemble de modèles qui permettent de reconstruire la chaîne causale de l'évolution urbaine et donc de tester ces modèles vis-à-vis de Festilisé et vis-à-vis des données récoltées. Donc, le formalisme multi-agent s'est bien prêté à cette modélisation puisqu'il permet d'intégrer une hétérogénéité d'agents. Les agents sont ici des agents collectifs, ce sont les villes du système. Ces villes sont soumises à des règles d'interaction dans le domaine économique, mais aussi des interactions spatiales et hiérarchiques. Et la formalisation de la simulation nécessite de trouver des mesures, notamment quantitatives, pour évaluer ces modèles vis-à-vis de Festilisé et vis-à-vis de données empiriques, puisqu'on va créer véritablement un laboratoire virtuel dans lequel on va s'intéresser à la diversité des trajectoires possibles de ce système, donc sans le contraindre à une trajectoire telle qu'elle a été réalisée empiriquement. Et donc, ces modèles et leurs simulations nécessitent un ensemble très important de simulations, donc plutôt de l'ordre du million que de la dizaine, et donc des mesures quantitatives pour évaluer leur qualité vis-à-vis donc de Festilisé et de la distance aux données, tout en s'assurant du réalisme des trajectoires, donc par un processus itératif. Comme je vous l'ai dit, cette méthode de construction de modèles a abouti non pas à un modèle de simulation, mais à une famille de modèles, puisque la dynamique de construction, donc telle qu'elle est classiquement utilisée donc, par les modélisateurs dans de nombreuses disciplines, notamment de sciences sociales, vise généralement à partir d'un modèle simple et à le complexifier en fonction de la qualité des résultats obtenus. Ici, ce que je considère comme l'originalité de ce travail, en collaboration encore une fois, a été d'adapter la méthode de construction à la question de recherche qui visait justement
à distinguer la part du général et du particulier. Donc, nous sommes partis d'un modèle à la fois simple, mais aussi qui se voulait général, c'est-à-dire qui puisse être transféré à d'autres systèmes de ville. Et nous avons hiérarchisé et défini a priori une direction de complexification en termes d'interaction entre les villes, en particularisant et en complexifiant ces interactions, et selon un autre axe, en particularisant et en complexifiant les relations entre les villes et entre leur environnement. On aboutit donc, en combinant différents mécanismes, à un modèle qui est à la fois plus complexe, mais aussi plus particulier à la zone d'étude. Pour vous illustrer cette démarche de complexification a priori, nous avons donc essayé d'identifier, après les résultats donc, de la modélisation statistique et en fonction de la théorie évolutive des villes, des mécanismes de plus en plus particuliers et de plus en plus complexes à intégrer si nécessaire dans le modèle pour essayer de reproduire les trajectoires de villes observées sur différentes périodes. Donc ça consiste en termes d'interaction entre agents à donc partir d'un modèle simple incluant uniquement des interactions spatiales et la localisation des villes, à inclure une redistribution fiscale au sein de régions par exemple, à ajouter une mémoire des échanges, une diversité de fonctions urbaines et éventuellement des mécanismes de gouvernance. Et en termes d'interaction avec l'environnement, à inclure l'impact des ressources, une différenciation entre régions démographiques, des infrastructures ou des frontières. Donc je vais vous présenter, vu que je n'ai plus que 3 minutes, les résultats du modèle général, donc un modèle qui n'incluait aucune règle spécifique à l'Union soviétique et qui permettait de poser une question qui est dans quelle mesure peut-on reproduire des dynamiques soviétiques avec un modèle très général, un modèle qui pourrait s'appliquer tout aussi bien à d'autres systèmes de ville. Donc pour calibrer ce modèle, nous n'avons pas cherché à reproduire toutes les trajectoires de l'Union soviétique, puisque évidemment, donc ce modèle a été appliqué sur ce résultat entre 1959 et 1989. Nous l'avons calibré en fonction de sa capacité à reproduire l'évolution de la structure hiérarchique des villes, donc cette relation rang-taille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a trouvé que la réponse à cette question était que ce modèle général suffisait à reproduire une évolution de la hiérarchie des villes au cours du temps qui était très semblable à celle que l'on a observée. Donc ce constat permet de confirmer cette idée que la structure du système n'est pas si spécifique que ça et qu'un modèle général suffit à la reproduire. Et à la reproduire de manière plus satisfaisante, par exemple, qu'un modèle de Gibrin, qui en plus n'introduit aucune hypothèse sur l'explication de ce qui fait la différenciation des trajectoires de ville. Toutefois, l'exploration des trajectoires et de la distribution spatiale de la croissance simulée par ce modèle montre qu'évidemment, il est incapable de reproduire la localisation des croissances de villes que l'on observe empiriquement. C'est pourquoi les nouveaux développements de ce modèle visent donc à utiliser ces autres mécanismes plus particuliers et à poser et à calibrer tous ces modèles en fonction de l'activation ou de la désactivation des différents mécanismes pour poser des questions relativement simples. Par exemple, quel est le modèle le plus simple avec un mécanisme supplémentaire qui reproduirait le plus fidèlement possible les trajectoires de villes. Donc ici, en mettant comme évaluation l'évolution de chaque ville. En l'occurrence, pour la période 1959-1989, le mécanisme qui apparaît le plus indispensable à une bonne simulation est celui de la différence temporelle des transitions urbaines des régions de l'Union soviétique, tandis que pour la période 1989-2010, le meilleur modèle à un mécanisme supplémentaire est celui qui inclut l'extraction de ressources du sous-sol, par exemple. Donc pour conclure, l'utilisation de différentes modélisations a permis non pas évidemment de nier l'unicité de l'expérience soviétique, mais de mettre en valeur les particularités et les singularités de cette évolution au regard, après avoir balayé finalement la généralité de ces évolutions. L'hypothèse que les interactions sont motrices de l'évolution urbaine n'a pas été infirmée et donc reste candidate à une explication de cette évolution urbaine. Et d'autre part, la prise en compte d'un système relativement large dans l'espace et dans le temps a permis de mettre en relief, je n'ai pas pu en parler beaucoup, les différentes ruptures temporelles et spatiales de l'urbanisation de cet espace. Les apports donc visent à la fois à tester une théorie sur un cas d'étude présenté comme inédit et complètement spécifique, à utiliser donc le modèle comme filtre pour mettre en valeur les particularités et les singularités,
et à développer une méthode incrémentale et modulaire de construction et d'évaluation de modèles de simulation. Et donc, pour conclure, les perspectives de mon travail se situent ou essayent de se situer sur chacun de ces différentes thématiques, donc en poursuivant les efforts de multimodélisation et d'exploration de trajectoires de simulation, en essayant d'inclure des éléments théoriques à l'échelle intra-urbaine et en s'intéressant plus particulièrement à la dernière période qui me semble la plus intéressante de l'évolution urbaine post-soviétique, c'est-à-dire avec les dynamiques de décroissance démographique et les effets de la transition de 1991. Je vous remercie et je vous ai noté donc l'accès à tous les résultats et productions de cette thèse donc, qui sont en accès libre, en ligne. Je vous remercie. D'abord, félicitations pour ce travail et pour ce prix. Je pense que notre rôle ici, c'est pas forcément de poser des questions aux lauréats. On peut, mais c'est plus voir des ouvertures ou proposer des... Alors moi, je travaille à peu près sur les mêmes thèmes que vous, mais je suis économiste, donc on a en fait des approches qui sont parallèles. Je prends un exemple lorsque vous avez présenté la courbe d'urbanisation dans le monde. Et en même temps, je me dis, ça peut être aussi bien, au lieu de mettre la date en bas, de mettre le PIB par habitant et voir si vous avez, ce qui se fait d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau, ce qui permet de savoir si vous avez un effet courbe en cloche ou pas. Donc je pense qu'il y a vraiment des rapprochements qui peuvent se faire entre géographes et économistes sur ces points. Ça a été fait un petit peu par Alexandra Chaffard à un moment donné, qui a travaillé d'ailleurs avec Denis Plumin là-dessus. Idem sur les questions de croissance urbaine. Donc évidemment, il y a des modèles de croissance urbaine qui ont été développés, des modèles de croissance déterministes, des modèles de croissance aléatoires. Je n'ai pas exactement la même lecture que vous sur la loi de Gibrat, parce que je pense qu'elle montre quand même quelque chose, elle montre les effets aléatoires, donc elle met en cause les effets des externalités d'agglomération. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'interprétation de la loi de Gibrat, même si elle n'est pas forcément vérifiée dans tous les cas. Également, juste pour vous signaler un travail que nous avons fait, nous, sur les Balkans. Et il me semble qu'il y a un certain nombre d'effets communs, enfin de similarités, parce qu'on se retrouve dans des espaces qui étaient des espaces d'abord unis et qui par la suite ont été structurés par des frontières. Et donc la distribution des villes change quand même à partir du moment où on va avoir des effets de frontières. Donc on a fait à peu près, je pense, la même analyse que vous, à savoir considérer les Balkans comme un espace unique, hein, notamment l'espace de l'ancienne Yougoslavie, mais c'est évident que l'apparition de frontières nationales, là où il y avait avant des frontières régionales, ont quand même modifié les processus de croissance urbaine. Donc il y a des effets de choc qu'il faut introduire dans un modèle. Et peut-être une analyse qu'on peut faire ou une proposition que je peux faire, c'est voir comment on peut intégrer les effets des chocs dans le modèle de simulation que vous avez proposé. Mais c'est plus en termes de proposition qu'en termes de critique. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je crois qu'on n'est pas trop en avance par rapport au timing qui était prévu pour l'Assemblée générale. Donc, je vais essayer de pas être trop pénible quand même. Je tiens tout d'abord à remercier la SRDLF pour la mise en place et le maintien d'un prix de thèse pour les jeunes docteurs. Vous savez, nous, quand on est doctorant, les jeunes docteurs, on est en proie au doute, ça peut devenir presque pathologique. Et du coup, recevoir une reconnaissance de nos pairs, c'est toujours quelque chose qui nous soigne un peu. Et en ce sens, je suis très satisfait d'avoir été lauréat cette année. Et je vous remercie vraiment. Voilà. Donc mon exposé, je vais plutôt l'orienter, je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle, ce que j'ai fait, mais je vais l'orienter plutôt sur des éléments de réflexion que ça me pose par rapport à la science régionale, et peut-être que ça vous évoquera vous-même des enjeux. Alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la manière dont j'aborde mes travaux de recherche, la manière dont je rentre dans la science régionale, c'est d'abord avec un intérêt tout particulier pour tout ce qui relève des interactions sociales, et plus particulièrement des interactions marchandes, au sens que ces interactions sociales produisent de l'espace, produisent des pratiques entre territoires,
Et l'objet de recherche qui a été le mien, à savoir la consommation de passage, part en fait d'une observation très simple, d'une chose que l'on peut tous comprendre facilement, l'idée que nous sommes tous amenés à consommer dans des territoires qui ne sont pas nos territoires de résidence. Donc on ne rentre pas dans la fameuse catégorie du consommateur local, comme on peut la trouver parfois dans la littérature scientifique. Et on ne consomme pas dans notre territoire de résidence, mais en même temps on n'est pas non plus identifié ou observé comme touriste. Parce que le touriste, pour ceux qui ne le sauraient pas forcément, c'est quelqu'un qui passe nécessairement une nuitée en dehors de son territoire de résidence et qui par ailleurs est dans le registre de la fréquentation d'espaces inhabituels. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de savoir mais cet entre-deux, c'est-à-dire ces pratiques qui sortent du territoire de résidence mais qui ne rentrent pas dans cette catégorie du tourisme et qu'on a du mal à suivre statistiquement. Finalement, qu'est-ce que c'est? Qui les porte? Est-ce que ça compte pour le développement des territoires? Alors bien évidemment, j'ai inscrit cette réflexion dans un cadre théorique, un cadre théorique qui est assez florissant en ce moment sur la manière de revisiter la théorie de la base. Et j'ai inclus cette consommation de passage dans ce que j'ai appelé, et que d'autres appellent la base présentielle, à savoir l'ensemble des revenus primaires qui sont générés par le fait que des territoires sont en capacité de capter des touristes, en tout cas des visiteurs, qui peuvent être des touristes. Et à ce moment-là, on est sur de la littérature scientifique assez bien documentée. On sait beaucoup de choses déjà sur l'économie touristique. Et parfois, ça relève de cet entre-deux que j'ai appelé consommation de passage, et dont je vais vous parler plus précisément. Donc, ce que vous devez retenir, c'est lorsque je vous parle de consommation de passage, je vous parle de toutes ces dépenses que vous effectuez dans un territoire qui n'est pas votre territoire de résidence, ni à titre de résidence principale, ni à titre de résidence secondaire, ni à titre de résidence touristique. Vous y passez, vous revenez, alors soit la demi-journée, soit la journée, soit vous êtes simplement en transit parce que vous êtes arrêté à une aire autoroutière. Voilà, c'est ce type de consommation dont je vous parle. Et je vais vous parler plus particulièrement d'une partie de cette consommation de passage parce que je n'ai pas pu tout étudier. J'ai étudié tout ce qui relevait en fait de la consommation de produits de consommation, de biens et services, de spectacles, de loisirs, de restauration hors domicile. Mais par exemple, je n'ai pas du tout intégré, pour des raisons que je pourrais évoquer avec vous plus tard, les dépenses de santé, qui eux-mêmes peuvent être générateurs de pratiques de passage. Donc une fois que j'ai identifié cet objet de recherche, que je l'ai placé un peu dans ce cadre théorique, mes deux hypothèses de recherche, mes deux questions de recherche, c'était de savoir déjà dans un premier temps, est-ce que ça compte, est-ce que c'est une ressource économique significative pour les territoires, ou est-ce que c'est peanuts, et auquel cas, c'est pas bien grave qu'on n'en parle pas. Si c'est une ressource économique significative, auquel cas, ça veut dire qu'il y a des transferts de richesses qui se produisent entre territoires, qu'il y a des formes peut-être d'interdépendance qui apparaissent, et alors est-ce que ça peut nous permettre de discuter, de réfléchir sur l'existence de systèmes spatiaux qui organisent ces territoires, d'où la question de la force d'intégration métropolitaine. Donc là, maintenant, je vais rentrer sur les fameux éléments de réflexion que je voulais apporter. Alors ça touche bien évidemment aux résultats de ma thèse, mais je ne présenterai pas strictement les résultats aux différentes hypothèses. Je vous propose des éléments de réflexion. Alors, premier élément de réflexion, on se fait encore aujourd'hui surprendre par l'importance de certains facteurs de développement territorial, notamment parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un très mauvais suivi de la circulation des richesses entre territoires. C'est aussi pour cette raison qu'au cours des dernières décennies, les progrès qui ont pu être apportés à la théorie de la base ont permis de révéler. Alors on sait bien qu'il y a des transferts publics, on sait bien qu'il y a des transferts sociaux, on imagine très bien qu'il y a des migrations alternantes qui rapatrient les salaires, etc. Mais à partir du moment où on se met à les chiffrer, on s'est fait surprendre par l'importance que ça pouvait avoir à un moment où jusqu'à présent la tendance dominante était de penser le développement des territoires plutôt par l'aspect productif. Et ma thèse, d'une certaine façon, ça apporte une toute petite pierre à cet édifice-là, en se posant la question de la consommation de passage. Est-ce que c'est l'une de ces circulations de richesses supplémentaires qui mériterait une attention? Alors, bon, là, je ne vous présente pas la méthodologie qui prend une vingtaine de pages dans mon manuscrit. Donc, pour ceux qui voudront le lire, je vous en prie. Mais ce que je vous dirais simplement, c'est qu'à l'issue du modèle d'estimation que j'ai développé, j'ai estimé que la consommation de passage interdépartementale en Île-de-France, dans un contexte métropolitain, avec un éclatement des fonctions territoriales, avec des normes de mobilité très importantes, j'ai estimé cette consommation de passage interdépartementale des Franciliens à environ 14 milliards d'euros. À titre de comparaison, le tourisme extérieur de la région de Île-de-France est de 17 milliards d'euros. Donc c'est un peu difficile, lorsqu'on est à ma place, de dire qu'est-ce qui est significatif ou pas significatif
pour les politiques publiques et pour ce qui fait le développement des territoires. Mais au jeu de la comparaison entre ce que rapporte le tourisme et la consommation de passage, on voit qu'on est quand même sur des registres analogues. Et on sait que les politiques publiques ont une attention toute particulière pour le tourisme et sa capacité à apporter le développement économique. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on peut rentrer sur cette question de la consommation de passage par d'autres angles qui vont montrer que finalement, la consommation de passage joue parfois plus que le tourisme. Elle joue plus lorsqu'on change d'échelle. C'est-à-dire la consommation de passage entre départements d'Île-de-France, c'est 14 milliards d'euros. Mais si on s'amusait à l'observer à l'échelle des communes, ça serait plutôt de l'ordre de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros qui s'échangent entre communes franciliennes par les effets de consommation de passage. Autre point, si on regarde la part relative que représentent dans l'économie présidentielle les recettes commerciales portées par cette consommation de passage, pour 6 des 8 départements franciliens, la consommation de passage rapporte un peu plus que le tourisme. Tout simplement parce que, certes, le tourisme, ça rapporte 17 milliards d'euros à l'Île-de-France, mais c'est extrêmement polarisé par Paris, qui capte l'essentiel des dépenses touristiques, et puis par quelques autres spots en Île-de-France, je pense notamment à Versailles ou à Euro Disney, pour ceux qui connaissent. Ce qui fait qu'au final, en part relative, à part Paris, fortement, et la Seine-et-Marne, les autres départements d'Île-de-France, finalement, bénéficient davantage de la consommation de passage. Non pas que la consommation de passage ne soit pas elle-même polarisée, elle est polarisée. De facto, Paris en bénéficie plus que n'importe quel autre territoire en Île-de-France, mais dans des proportions et dans des niveaux de disparité beaucoup moins importants que ne peut l'être le tourisme. Donc voilà, donc ça c'est un premier élément de réflexion que je voulais porter sur l'idée que finalement on se fait encore surprendre parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de comptabilité territoriale, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment les moyens de suivre de manière exhaustive la circulation des richesses, et du coup, lorsque l'on parvient à estimer même des ordres de grandeur, on peut se faire surprendre par ce que ça représente. Un deuxième élément de réflexion, c'est la complexité des rapports scalaires et circulaires qui peuvent se produire dès qu'on s'intéresse à l'économie territoriale. Alors vous connaissez, j'imagine tous, le circuit économique tel qu'il peut être présenté dans les manuels de macroéconomie. Vous savez, les deux agents économiques qui échangent principalement entre eux, à savoir les entreprises et les ménages, échange de flux réels, facteurs de production, échange de flux réels, biens et services, qui sont tous transposables sous forme de flux monétaires. On peut aussi ajouter d'autres agents économiques en faisant intervenir le gouvernement, etc. Et généralement, on se le représente plutôt dans un circuit fermé, même si on peut bien évidemment l'ouvrir en pensant les importations et les exportations. Mais ce qui compte, c'est que finalement, lorsqu'on pense l'économie du territoire, par une pensée du circuit économique, on est nécessairement sur un jeu de complexité qui est tout autre, parce que les effets frontières, et vous le savez tous, sont extrêmement réduits au niveau des territoires, et en particulier lorsqu'on considère les petits territoires, ce qui fait que les flux avec l'extérieur comptent énormément, et ce sont souvent ceux qui comptent le plus. Et entendre le circuit économique en économie territoriale, ça veut dire considérer le fait que les ménages et les entreprises d'un territoire peuvent certes échanger entre elles, et à ce moment-là, on est, on va dire, dans le registre du développement endogène, mais elles peuvent échanger avec l'extérieur, soit au bénéfice du territoire, parce que le territoire est en capacité d'attirer des touristes, il est en capacité d'exporter des produits, et donc de bénéficier des transactions avec d'autres territoires, ou au registre, on va dire, des pertes, parce qu'au contraire, et là on peut prendre le cas de Paris, qui exporte énormément de touristes, les Parisiens partent très vite en vacances, ou je redis des pertes parce que le territoire est obligé d'importer énormément, ou parce qu'il n'est pas en capacité de fournir le niveau de biens et de services nécessaires pour satisfaire les besoins courants. Voilà. Et un rapport bien évidemment de complexité, parce qu'il y a des rapports scalaires, un territoire entendu comme communauté d'acteurs agissant pour un intérêt collectif. Il en existe à différentes échelles, ils s'emboîtent les unes dans les autres. Une collectivité territoriale s'emboîte dans une autre, elle s'emboîte elle-même dans le territoire national, dans l'Union européenne, et parce qu'il y a aussi du voisinage. Si on réfléchissait à l'économie à l'échelle de la planète, on ne s'inquiéterait pas trop des planètes voisines, parce qu'on ne s'attend pas spécialement à échanger avec elles. Mais lorsqu'on parle de territoire, on a des voisins, et on a des voisins avec qui on est amené à échanger. Donc toute cette complexité-là est à prendre en compte lorsqu'on traite des questions d'économie territoriale, et j'ai essayé modestement de l'intégrer dans mon analyse, en ayant une approche moi-même circulaire. Alors, troisième élément de réflexion, et qui est en lien avec ce que je viens de dire, un phénomène économique donné engage des boucles de rétroaction qu'il faut considérer. Parce que je pourrais vous parler de la consommation de passage en vous présentant cette carte, en vous disant, vous voyez, les transferts de richesse, lorsque l'on considère les flux
interdépartementaux de richesse par les dépenses de consommation, ça dessine cette carte. C'est-à-dire une carte avec des flux qui sont à dominante centripète à destination de Paris. Mais si je faisais ça, je vous raconterais que la moitié de l'histoire. Parce que l'autre partie de l'histoire, c'est que ces recettes commerciales vont ensuite être réutilisées en consommation intermédiaire, en rémunération de capital, en rémunération salariale. Ce qui veut dire que pour les territoires qui bénéficient de ces recettes commerciales, on n'est pas encore tout à fait assuré que ça va profiter directement aux populations résidentes. Et si c'est ça qui compte lorsqu'on parle de développement territorial, on a fait la moitié du job. Donc il faut considérer le fait que ces recettes commerciales vont alimenter des emplois qui eux-mêmes peuvent être occupés par des gens qui n'habitent pas le territoire, ce qui donne à ce moment-là une autre carte et qui est en fait, d'une certaine façon, la négative de la première, à savoir que lorsque l'on considère les transferts de masse salariale, là je parle que de la partie de l'emploi présentiel qui est concernée par la consommation de passage, à ce moment-là, on voit que c'est plutôt des flux centrifuges. Ce qui fait qu'on a un jeu de flux centripètes, flux centrifuges, lorsqu'on cherche à intégrer l'ensemble du circuit. Quatrième élément de réflexion, toujours en lien avec ce que je viens de raconter, lorsque l'on prend des indicateurs que j'appellerais séquentiels, on peut vite se faire tromper. Pourquoi se faire tromper? Parce que, pareil, je pourrais vous parler de la consommation de passage, en vous prenant le cas, par exemple, des Hauts-de-Seine, et en vous disant, la consommation de passage, ça rapporte 1,5 milliard de recettes commerciales aux Hauts-de-Seine. C'est vrai, ça rapporte 1,5 milliard de recettes commerciales. Mais par contre, dans le même temps, les Alto-Sécanais alimentent une consommation de passage sortante qui est bien supérieure aux recettes commerciales que ce département est en capacité de capter. À savoir, là, je n'ai pas de laser, mais vous voyez ce qui est entouré en rouge, à savoir que les Alto-Sécanais génèrent 3,5 milliards de consommation de passage sortante. Donc si on commence à faire une balance commerciale, eh ben on s'aperçoit que non, les Hauts-de-Seine ne bénéficient pas à hauteur d'1,5 milliard d'euros de recettes commerciales de la consommation de passage, ils sont plutôt déficitaires de 2 milliards. Parce qu'ils captent moins vite qu'ils n'envoient des consommateurs chez les départements voisins. Donc ça, c'est un premier élément de réflexion. Et puis si on continue dans le registre de mais que deviennent ces recettes commerciales, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que potentiellement ils ne sont pas forcément occupés par les actifs résidents, on s'aperçoit que 1,5 milliard d'euros, ça représente environ 300 millions de masse salariale dans le département des Hauts-de-Seine. Et sur ces 300 millions, il y a à peu près 163 millions qui quittent le département parce que c'est des actifs d'autres départements qui viennent occuper ces emplois. Ce qu'il faut comprendre de manière très simple, mais je reviendrai un peu plus tard dessus, c'est que les Alto-Sécanais, lorsqu'ils ont tendance à consommer plus vite dans les départements voisins que dans leur propre département, et ils ont tendance à moins occuper les emplois présentiels qui sont dans leur département que d'autres actifs peuvent le faire en venant les occuper. Cinquième élément de réflexion, il existe des interdépendances territoriales qui se manifestent par des transferts de richesse donc, entre départements, et peut-être que ces interdépendances territoriales ne nous permettent pas de dire grand-chose sur des systèmes spatiaux intégrateurs, mais peut-être que si, et peut-être qu'en fait on peut commencer à avoir un phénomène métropolitain là-dedans. C'est ce que j'ai essayé de voir en calculant ce que j'ai appelé un indice d'intégration métropolitaine, c'est-à-dire sur l'ensemble du marché de la consommation régionale. J'ai cherché à savoir quelle propension des ajustements offre-demande se produisent en interne des départements ou avec le reste de la région Île-de-France, ici considérée comme région métropolitaine. Par ajustement offre-demande, j'entends le fait que les habitants d'un département vont-ils satisfaire leurs besoins de biens et services plutôt dans le département où ils habitent ou avec le reste de la région métropolitaine. Lorsqu'ils veulent occuper un emploi présentiel, est-ce qu'ils l'occupent plutôt dans le département ou dans le reste de la région, etc. etc. Donc quand on calcule cet indice, il varie de 0 à 1. 0, c'est l'autarcie. 1, c'est l'extrême relation avec le reste de l'espace métropolitain. On s'aperçoit que dans le cas de l'Île-de-France, à minima, les départements périphériques ont un indice de 0,4. Ça veut dire qu'à peu près 40% des ajustements offre-demande sur le marché de la consommation se produisent avec le reste de la région métropolitaine. Mais dans le cas des départements de petite couronne, cela peut même monter à un indice de 0,8, notamment avec le cas des Hauts-de-Seine, ce qui veut dire que 80% des ajustements offre-demande se produisent avec le reste de la région métropolitaine. Or, ce résultat est somme toute intéressant en soi. Certains diront qu'on pouvait le voir avec d'autres indicateurs, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la consommation des ménages est encore largement représentée comme captive, et donc plutôt à fort ancrage territorial, et on ne s'attend pas forcément à ce qu'elle anime elle-même des phénomènes d'échange
Ce qui est tout à fait possible à partir du moment où on considère que les territoires ont des frontières administratives qui ne répondent pas à des logiques fonctionnelles. Ce sixième élément de réflexion, sixième et dernier élément de réflexion, la question qui se pose, c'est est-ce que les interactions marchandes peuvent faciliter la cohésion sociale? Parce que finalement, je vous dis que les Alto-Sécanais, ils dépensent très facilement en dehors de leur département de résidence. Dans les faits, ils dépensent 2 milliards d'euros environ à Paris. En dépensant ces 2 milliards d'euros à Paris, ils vont créer de l'emploi, ils vont créer de la rémunération sous différentes formes dans ce département-là, plutôt que dans le leur. Si les habitants avaient décidé, si les consommateurs résidents avaient privilégié de la consommation locale, la localisation des emplois et des profits serait différente. Donc ils vont créer ces emplois à Paris et du coup ils vont rendre accessibles les opportunités d'emploi à des populations qui peuvent être légèrement différentes de celles qui ont accès aux emplois lorsqu'ils sont localisés dans le département de résidence. Et en particulier dans des contextes territoriaux ou spatiaux où l'on s'en prête volontiers à identifier de la ségrégation résidentielle. Donc il n'y a pas forcément de coprésence entre différents habitants, mais, et c'est là la question qu'on peut se poser, est-ce que le fait que les consommateurs alto-sacanais dépensent énormément à Paris, créent de l'emploi à Paris et le rendent accessible à de la main-d'œuvre des banlieues plus populaires, est-ce que ce n'est pas une forme finalement de cohésion sociale qui peut être portée par de l'interaction marchande? Très concrètement, les 2 milliards d'euros de dépenses effectuées par les alto-sacanais à Paris, ça représente environ 387 millions d'euros de masse salariale qui vont profiter à hauteur de 172 millions d'euros à des actifs résidents de Paris. Bon. Il y a 51 millions, c'est un genre de rétroversement, puisqu'en fait, finalement, c'est des actifs des Hauts-de-Seine qui vont eux-mêmes occuper ces emplois, donc la perte est minime. Mais par contre, vous prenez le cas de la Seine-Saint-Denis, qui est en Ile-de-France le département le plus pauvre, vous avez l'équivalent de 50 millions d'euros qui passent finalement de la main des habitants des Hauts-de-Seine à la main des travailleurs de Seine-Saint-Denis par le prisme de Paris. Et 50 millions d'euros, à titre indicatif, ça correspond à l'enveloppe budgétaire qui a été décidée en 2014 lorsque les départements d'Île-de-France ont voté un budget de solidarité. Donc il y a l'idée de corriger les inégalités entre départements, et ces 50 millions, c'est tout ce qui a été mis en jeu au niveau régional pour ce fonds de solidarité. Sur ce, je conclurai tout simplement par quelques perspectives que j'ai identifiées à la suite de ce travail de thèse. Alors tout d'abord, on peut se demander s'il y a un intérêt à consolider et à approfondir notre connaissance de la consommation de passage. On se doute qu'elle ne se manifestera pas de la même manière, avec la même intensité, selon les contextes territoriaux, les contextes métropolitains. On se doute qu'elle évolue dans le temps. Peut-être que par le passé, elle était moins importante qu'aujourd'hui. Peut-être qu'elle le sera plus demain ou moins demain. C'est la question de la variation dans le temps. Il y a sans doute un enjeu qui est celui de faire progresser le suivi géographique des flux de richesse pour moins se faire surprendre justement par ces facteurs de développement qu'on identifie mal, soit en étant un peu plus exhaustive dans les flux de richesse qu'on est capable d'observer, soit en améliorant la robustesse tout simplement des modèles qui nous permettent de les suivre. Et du coup, ça réactive peut-être une ambition qui aujourd'hui a été un peu délaissée, celle de la comptabilité territoriale, qui était très prégnante après-guerre et qui aujourd'hui est moins prégnante. Il y a peut-être l'idée aussi de consolider notre compréhension des systèmes économiques territoriaux en général et des métropoles en particulier. Et du coup, je proposais de regarder le degré d'intégration par le marché de la consommation régionale. On pourrait très bien chercher à regarder ce degré d'intégration dans des registres un peu multicritères et sur d'autres marchés. Et enfin, bien évidemment, l'intérêt qui est le nôtre de dégager des marges de manœuvre pour l'action publique. Et dans mon cas, par exemple, ça peut être jouer sur les facteurs d'offres, c'est-à-dire comment les territoires peuvent parvenir à être attractifs commercialement pour bénéficier de la consommation de passage, ou sur des facteurs d'ancrage territorial pour que, inversement, les territoires soient en capacité de retenir les rémunérations, les profits et les retombées économiques qui peuvent apparaître. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je me prête volontiers à la séance des questions. Céline Rosenblatt. Donc j'ai déjà lu attentivement votre thèse et vraiment je vous félicite parce que vous avez exposé avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de clarté, vraiment essayé d'intégrer beaucoup d'anciennes
et de nouvelles théories économiques, des théories de la base, revisiter la théorie de la base, la discuter. Et votre thèse est passionnante de ce point de vue. Et vraiment, merci beaucoup encore de cet exposé. J'ai une remarque et quelque chose qui m'a toujours titillé dans votre approche. Et sans doute parce que je suis géographe. C'est qu'en fait, vous abordez la métropole et ces territoires de la métropole comme s'ils étaient indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun modèle territorial du champ urbain, de ce qu'en géographie on appelle le champ urbain, qui est un champ de force, par exemple avec un modèle gravitaire ou des choses comme ça, ou d'autres types de modèles, qui peuvent quand même, qui pourraient enrichir et rendre justement cette différence entre donc une consommation de passage intramétropolitaine, parce que c'est quand même un peu choquant d'appeler ça consommation de passage, puisque de toute manière, les gens ne quittent pas le système territorial dans lequel ils sont, si tant est qu'on considère le système territorial comme la métropole. Donc, il me semble que là, il y a à la fois à faire attention au langage. Pour moi, le passage, il est davantage sur un déplacement sur un réseau. Alors après, ça peut être à n'importe quelle échelle, évidemment. Mais quand vous parliez d'une autoroute, ou des choses comme ça, ou d'étapes, ça peut être peut-être plus adapté. Je ne sais pas s'il faut changer de langage, mais en tout cas, moi, il me semble qu'en termes métropolitains, il manque un modèle territorial, un modèle spatial dedans. Voilà. Mais sinon, merci beaucoup. Et vraiment, je trouve que c'est un énorme et un magnifique travail que vous avez fait. Merci pour le compliment. Bon, j'apporte une réponse de suite, peut-être, je ne sais pas si... en fait, c'est une remarque, une critique, un progrès qu'on m'a déjà évoqué. Alors, le fait d'aborder la question par des modèles hypothético-déductifs mériterait certainement sa place. Après, j'ai pris le parti pris de ne pas avoir de préjugés sur la manière dont allaient s'organiser ces pratiques, ce qui fait que je ne les ai pas intégrées. Mais c'est une voie clairement de progrès, notamment pour tester la robustesse de ces modèles hypothético-déductifs. Bon, ça c'est clairement, sachant que dans la littérature sur ces modèles-là, on tend à penser que dans les grandes villes, dans les métropoles, les modèles se vérifient assez mal parce qu'ils se chevauchent. Enfin, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais je sais que ça fait débat là-dessus. Alors, par contre, je rebondirai sur un point. Alors, je ne l'ai pas abordé dans ma présentation orale parce que je voulais faire court. Je l'aborde un peu dans mon manuscrit de thèse. C'est la question de qu'est-ce qu'on met derrière l'idée de territoire. Je crois qu'on est sur une question qui est irrésolue. Et je ne pense pas que dans cette salle, on trouvera un consensus sur ce qu'on met derrière la notion de territoire. C'est ce qui fait débat. Je n'ai pas pris parti dans ma thèse de définir une notion qui serait universellement acceptée. J'en ai pris une qui est celle de dire le territoire, dans la manière dont je l'aborde et la manière dont je la questionne et dont je traite la question de la consommation de passage, c'est nécessairement quelque chose qui relève de l'espace politique. C'est un parti pris, je le consens. C'est le parti pris qui est le mien en partant du principe que les questions de développement territorial n'existent qu'à partir du moment où il y a une mobilisation de l'action et de la défense d'un intérêt collectif. C'est-à-dire que les politiques publiques qui se posent la question n'existent que dans des espaces un minimum politisés. Ça ne veut pas dire forcément institutionnalisés. On peut entendre des communautés d'acteurs peuvent agir ensemble sans être institutionnellement organisées comme des collectivités territoriales. Mais voilà, donc ça c'est un parti pris qui est le mien. Qui permet juste de favoriser la compréhension de mon travail. Je n'ai pas pour but de vous convertir à cette définition. Oui, donc Dominique Vollet, IRSTEA, Clermont-Ferrand. Alors d'abord, Jean-François, je te remercie pour ton exposé, qui était extrêmement stimulant. On a pu, de toute façon, discuter lors de la réalisation de ta thèse d'un certain nombre d'éléments. Et je voudrais revenir sur tes éléments de perspective que tu dresses. Alors effectivement, tu reviens sur les éléments de comptabilité nationale désagrégés à un niveau régional, qui a largement été délaissé, ce champ, depuis quelque temps. Et donc, tu as tout à fait raison en cela.
Là où je voulais avoir ton avis, c'est sur d'autres champs et d'autres élargissements. Donc, tu soulignes aussi à juste titre que l'économie, la géographie de la consommation est un élément important de perspective en termes de recherche pour les programmes qui nous attendent. Je m'attendais à ce que dans les perspectives, il y ait ce qu'un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, je pense à Anne Markussen, développent, c'est-à-dire tout ce qui est base de consommation, et dans quelle mesure l'économie de la consommation est pour partie liée à l'économie de la culture. Et on le voit bien dans le cas de Paris, ce bien public particulier a une incidence forte sur les pratiques de consommation aussi. Tout ce que aussi on développe en matière d'études de ce qu'on appelle la récréation, hein, dans le langage anglo-saxon, tous les facteurs liés au tourisme ou au séjour court de pleine nature, donc qui intéresse plus, ce qui est mon champ, c'est plutôt le développement des territoires ruraux. Et ces éléments-là, hein, et Céline Rosenblatt a interrogé aussi de quelle façon ce territoire urbain se structure, mais il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est comment ce territoire urbain d'Île-de-France irrigue aussi la seconde couronne du bassin parisien et comment il vit par rapport à cela. Donc je voudrais savoir un peu qu'est-ce que tu verrais comme nouvelle perspective dans ces champs-là. Alors effectivement, de la même manière, je n'ai pas cherché à être exhaustif sur les perspectives, je voulais vous en dresser quelques-unes. Et puis je m'étais dit que de toute façon, si j'en dressais trop, ça aurait été, comment dire, peut-être prétentieux de ma part de dire qu'il y a plein de perspectives qui découlent de ma thèse. Mais par exemple, parmi les perspectives à laquelle je pense et que je n'ai pas du tout citées, c'est la conciliation entre en tout cas entre territoire productif et territoire à vivre. Ce que travaille Laurent Davy et Magali Talandier lorsqu'ils parlent des systèmes productifs résidentiels. Il y a des questions qui peuvent se poser sur l'articulation entre ville et campagne, entre productif et consommation. Je te rejoins, je me permets de te tutoyer, Dominique, mais je te rejoins tout à fait sur l'idée que la consommation a une dimension culturelle très forte. Et d'ailleurs, sans aller outre-Atlantique, dans tes travaux, il y a des éléments probants de ça, hein, notamment sur le fait que certains territoires sont en capacité ou non de valoriser une pratique ou une ressource territoriale qui leur est singulière, qui va leur permettre de retenir plus facilement des consommateurs ou d'attirer plus facilement des consommateurs. Clairement, j'ai passé 2 jours au cours de la dernière semaine dans les Cévennes, c'était la première fois que j'y allais. Il y a une forte fréquentation il y a une fréquentation de ce massif pour la randonnée, et les gens se déplacent pour faire de la randonnée dans des espaces naturels préservés où il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Donc c'est une ressource que tous les territoires n'ont pas la possibilité de valoriser de la même manière. Donc la dimension culturelle, elle peut être présente à la fois effectivement dans les territoires ruraux, à la fois dans les territoires urbains. Et aujourd'hui, il y a une vague, une vague de mobilisation autour de l'idée de tourisme métropolitain. Peut-être certains ont déjà entendu parler de ce terme à Lyon, à Paris, et l'idée que dans les métropoles, on a une propension de la population qui part en vacances loin, qui est importante, et on aimerait bien les retenir davantage en valorisant des lieux de récréation, une forme de culture urbaine qui serait en capacité finalement de retenir mieux, davantage les consommateurs. Alors, sur la dernière question, qui était celle de est-ce que je vois des perspectives pour mieux articuler Paris avec le reste de sa couronne, c'est ça? Alors, je pense que c'est un travail que j'avais fait il y a un petit moment. Je m'étais intéressé de savoir comment la dynamique de l'emploi présentiel se prolongeait ou non dans la grande périphérie francilienne. Et en fait, il y a 2 mécanismes différents qui vont jouer différemment sur la consommation de passage. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui va être dans le périurbain d'un rattrapage de l'équipement des services à la population. Il faut partir du principe que le périurbain est généralement en retard d'équipement par rapport au gain démographique qu'il a connu. Et en même temps, il y a un double mécanisme, c'est qu'à mesure que le périurbain devient accessible et à mesure que la population se rapproche de ce périurbain-là, des ressources territoriales qui ne pouvaient pas être valorisées avant, qu'ils soient culturelles ou qu'ils soient traditionnelles, peuvent devenir valorisables plus facilement à cette population, on va dire, citadine, urbaine, qui fréquente à la fois le centre-ville et à la fois la périphérie. Donc s'il y a des perspectives, ça serait peut-être de voir dans quelle mesure ce qu'on peut appeler très largement l'interland de nos grandes villes ne sont non seulement au service, sont non seulement intéressés par ce qui se passe dans la ville,
mais que la ville s'intéresse à ce qui se passe dans son hinterland. Et pas seulement pour des questions de fonction support, d'aide à la production, mais aussi simplement pour se récréer. Je donnerai juste un chiffre. En Île-de-France, 1/3 des résidences secondaires sont détenues par des franciliens. Ce qui veut dire qu'on a une pratique massive de franciliens qui habitent probablement dans Paris ou la Petite Couronne et qui ont une pratique régulière de la lointaine couronne par leur résidence secondaire. Donc on est bien. Alors là, la question de la territorialisation ou la résidence, donner une résidence principale à certains individus pose question. Voilà. Je ne sais pas si ça apporte des éléments pour toi, Dominique, mais c'est la manière dont je te réponds.